Pendant que mon mari était en voyage d'affaires, j'ai trouvé la clé du garage et j'ai décidé de ranger les choses là-dedans. Cependant, au moment où j'ai ouvert une vieille valise, j'ai figé sous le choc. « Combien de temps pars-tu cette fois ?» demanda Élise, regardant son mari avec une profonde mélancolie. Arthur espérait vraiment que tu serais là pour son tournoi de baseball ce week-end. Je serai de retour à la fin du mois, répondit Vincent, voyant le visage de sa femme s'assombrir. Il s'approcha et la serra dans une chaude étreinte. Oh, Élise, ne sois pas triste. Que puis-je faire? Le devoir m'appelle. Je viendrai à l'un des matchs d'Arthur la prochaine fois. S'il continue à être obsédé par le baseball comme ça, il aura plein de matchs à l'avenir. D'accord, soupira la femme, posant sa tête sur l'épaule de son mari, elle murmura. J'essaierai de lui expliquer ça d'une manière ou d'une autre. Mais avant de partir, s'il te plaît, parle à Juliette. Elle a complètement cessé de m'écouter. Elle se promène on ne sait où, revient quand elle veut, et elle a complètement abandonné l'étude pour ses examens. Je lui parlerai, acquiesça Vincent, embrassant le front de sa femme. Élise ferma les yeux de plaisir et prit une profonde inspiration. Vincent, peut-être pourrais-tu chercher un autre emploi? Quelque chose où tu n'aurais pas à passer des mois entiers en voyage d'affaires, demanda-t-elle avec une lueur d'espoir. Quel autre emploi, Élise? Nous en avons parlé 1 million de fois. L'entreprise me paie incroyablement bien, et il me valorise. Si je commence quelque part de nouveau, je devrais gravir les échelons de l'entreprise à nouveau. Comment paierions-nous l'hypothèque? Élise soupira à nouveau. Ils en avaient vraiment discuté maintes fois. Elle avait même essayé de trouver d'autres postes de gestion de projet où Vincent pourrait gagner un salaire comparable sans être si souvent loin de la maison. Mais son mari refusait même d'y penser et c'était compréhensible. Il était chez la même entreprise de génie civil, construisant des ponts et des viaducs, depuis une décennie. Il occupait un poste de direction solide et la direction supérieure respectait profondément son expertise. L'équipe était devenue comme une seconde famille pour lui. « As-tu fait mon sac de voyage ? » « Tu n'as rien oublié cette fois ?» demanda l'homme avec un sourire. « J'ai tout emballé. »« Ne t'inquiète pas » l'assura-t-elle. Le lendemain matin, Vincent se rendit à l'aéroport et Élise se réinstalla dans la routine familière de la vie sans lui. Certaines de ses amies de leur banlieue de Lyon enviaient en fait Élise. Elle plaisantait en disant que pendant que son mari était absent, elle n'avait pas à passer des heures à cuisiner d'énormes dîners tous les soirs ou à ramasser des chaussettes sales éparpillées dans la maison. Certaines d'entre elles croyaient même que le secret du mariage heureux d'Élise était précisément ses fréquents voyages d'affaires. Vincent n'était pas devant elle tous les jours. Selon cette théorie, elle aimait cuisiner de grands repas élaborés quand Vincent était à la maison et l'aurait volontiers fait tous les jours. Même ramasser ses affaires éparpillées lui apportait un étrange sentiment de réconfort plutôt que d'agacement. Vincent avait l'habitude de laisser ses affaires partout dans la maison. Exactement comme un adolescent désordonné, mais cela ne faisait que l'attendrir. Élise était heureuse dans son mariage simplement parce qu'elle aimait profondément son mari. C'était tout le secret. Les longs voyages d'affaires étaient la seule chose qu'elle n'aimait pas dans sa vie de famille. Élise ne nettoyait jamais la maison le jour même du départ de son mari. Bien qu'elle ne soit pas particulièrement superstitieuse, sa grand-mère du Sud lui disait que balayer les sols juste après le départ de quelqu'un pour un long voyage effaçait son retour en toute sécurité. Alors, elle préférait ne pas prendre de risques. Dieu nous en préserve que quelque chose arrive à Vincent. La vie d'Élise se terminerait à ce moment précis. Mais après avoir attendu une période de grâce habituelle, une période inventée et appliquée entièrement par Élise elle-même, elle commença enfin à nettoyer la maison en profondeur. Se déplaçant dans la chambre principale avec l'aspirateur, elle jeta un coup d'œil sous le lit et sourit. Cela ne faisait que 4 jours depuis son dernier grand nettoyage. Pourtant, son mari avait réussi à laisser un désordre, presque comme s'il l'avait fait exprès. Élise sortit une petite montagne d'emballage des barres chocolatées préférées de Vincent. Le tas était complété par 3 chaussettes dépareillées, quelques reçus froissés, la télécommande Apple TV qu'il avait cherché frénétiquement la veille, une seule pantoufle et un lourd trousseau de clés. En regardant de plus près, Élise réalisa qu'il s'agissait des clés de son atelier indépendant dans le garage, et elle sourit. Vincent emportait généralement toutes ses clés avec lui, même si son camion ancien restait enfermé dans le garage pendant qu'il était en voyage d'affaires. Elle posa les clés sur la table de chevet et continua à nettoyer. Au bout d'un moment, son esprit dériva vers un doux souvenir.
Chaque fois que Vincent était à la maison, elle voulait passer chaque seconde éveillée avec lui. Le printemps dernier, Vincent était allé au garage pour nettoyer et trier de vieilles boîtes. Élise s'était invitée. Au début, il n'avait pas voulu qu'elle traîne dans la poussière, mais plus tard, il fut incroyablement reconnaissant quand il vit l'organisation impeccable qu'elle avait apportée à son espace de travail chaotique. Élise se surprit à sourire à ce souvenir. La passion qui s'était enflammée entre eux après cette séance de nettoyage conjointe était quelque chose dont elle rougissait encore en y repensant. Ses yeux retournèrent vers les clés sur la table de chevet. Et si, pensa-t-elle. Pendant une semaine entière, elle se demanda si son mari serait agacé si elle nettoyait et réorganisait son précieux espace de garage en son absence. Elle voulait désespérément le surprendre. Peu à peu, elle se convainquit que le destin la poussait à le faire. Après tout, Vincent laissant ses clés derrière lui n'était pas un accident. Élise consacra tout un samedi au projet, déterminée à être aussi minutieuse que possible et à jeter les vieilleries inutiles qu'il avait accumulées. C'était un travail épuisant. Elle était couverte de poussière et de sueur lorsqu'elle atteignit une malle en cuir vintage abîmée, glissée sous l'étagère la plus basse de son porte-outils. Traînant la lourde malle couverte de poussière à la lumière, Élise soupira. Devait-elle simplement essuyer le dessus ou organiser ce qu'il y avait à l'intérieur? Son sens des responsabilités pour un travail parfait l'emporta, et elle fit claquer résolument les verrous en laiton et ouvrit le couvercle. Quelque temps plus tard, Élise était assise en tailleur sur le sol en béton, regardant affectueusement de vieilles photos Polaroid de son mari de ses jours d'université. À côté des photos se trouvaient d'autres souvenirs personnels, des lettres que son frère aîné lui avait envoyées pendant un déploiement militaire, de vieux CD de compilation, une collection de badges émaillés vintage. Un gant de baseball usé et d'autres bibelots sentimentaux qui lui rappelaient sa jeunesse. Elle était sur le point de refermer la malle et de tout laisser tel quel. Elle n'avait pas vraiment envie de fouiller dans les souvenirs privés de Vincent. Mais à ce moment-là, elle remarqua une épaisse enveloppe en papier coincée dans une poche élastique à l'intérieur du couvercle. Poussée par une légère curiosité, elle la sortit, retira l'élastique et figea, absolument stupéfaite. C'était une pile de photographies couleur fraîchement imprimées. Sur la toute première photo, son mari serrait dans ses bras une belle femme blonde, entièrement inconnue. La photo avait été prise récemment. Vincent portait la veste qu'ils avaient achetée ensemble au centre commercial l'automne dernier. Sur les photos suivantes, Vincent et la blonde étaient rejoints par des enfants. Une adolescente aux cheveux clairs et un garçon plus jeune, un garçon qui était une copie carbone exacte de leur propre fils, Arthur. « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura Élise, ses mains tremblant violemment alors qu'elle feuilletait les tirages glacés. Tout en bas de la pile, elle trouva une photo du garçon qui ressemblait à Arthur quand il n'avait que quelques mois. Pendant une seconde, Élise pensa même que c'était Arthur, mais elle ne reconnaissait pas le salon en arrière-plan, ni le petit pyjama bleu que le bébé portait. Élise resta assise sur le sol du garage pendant plus d'une heure, fixant les photos. Elle ressentait un besoin horrible de crier et de pleurer. Mais pour une raison quelconque, ses yeux restèrent secs. Elle ne pouvait penser qu'à une seule chose. Elle tenait quelque chose capable de détruire entièrement son mariage, sa famille et son bonheur. Terrifiée par ses propres pensées, elle empila soigneusement les photos, les remit dans l'enveloppe et les replaça exactement là où elle les avait trouvées. Elle claqua la malle. Regardant la boîte en cuir vintage comme si c'était un serpent venimeux, elle réalisa qu'elle n'avait même pas essuyé la poussière dessus. Elle la repoussa sous le porte-outils. Apercevant son reflet dans un petit miroir accroché au-dessus de l'établi, elle avait l'air pâle et fantomatique. « Tu as rêvé tout ça. Tu comprends ? Rien ne s'est passé. Tu n'as rien trouvé, se dit-elle à voix haute au garage vide. Avec un calme mécanique glacial, elle termina de balayer, évitant soigneusement de toucher d'autres boîtes ou tiroirs. Le temps restant jusqu'au retour de son mari fut entièrement consacré à gérer sa propre psyché. D'abord, elle s'interdit strictement de penser aux photographies. Ensuite, elle se convainquit que si elle ne parvenait pas à garder son calme et agissait différemment avec Vincent, il devinerait qu'elle savait et sa vie parfaite s'effondrerait. La seule pensée que Vincent disparaisse de sa vie pour toujours la faisait trembler si violemment qu'elle dut se faire prescrire des anxiolytiques. L'auto-hypnose fonctionna. Au retour de Vincent, Élise ne montra aucun signe de problème. La seule différence fut qu'elle le serra un peu plus longtemps et plus fort que d'habitude dans le couloir. Mais c'était simplement parce qu'il lui avait tellement manqué. C'était tout. Vincent,
tu as oublié tes clés de garage à la maison. Je les ai trouvées sous le lit, lança Élise la conversation. Si elle avait pu effacer toute preuve de son entrée dans le garage, elle l'aurait fait, mais il allait de toute façon remarquer l'organisation impeccable, il valait donc mieux aborder le sujet directement. Sérieusement, je suis étourdi, réagit Vincent calmement. Tu es étourdi, mais tu as une femme brillante, dit Élise avec un sourire énigmatique forcé, ajoutant rapidement, tu seras choqué de voir à quel point ton espace de travail est propre maintenant. Pendant une fraction de seconde, le visage de l'homme se figea, mais il se reprit rapidement, se redressant sur ses coudes pour regarder sa femme. Tu as nettoyé le garage ? Élise acquiesça, le regardant amoureusement dans ses yeux familiers. Vincent la serra contre lui et murmura, tu es vraiment incroyable. La vie d'Élise reprit son cours normal, à l'exception d'un détail. Elle cessa de dormir la nuit. Dès qu'elle s'endormait, les cauchemars commençaient. Parfois, son fils était kidnappé par des inconnus. Parfois, quelque chose de terrible arrivait à sa fille. Mais le plus souvent, la femme blonde des photographies apparaissait dans ses rêves, errant dans sa maison, réarrangeant sa cuisine, et même montant dans son lit juste entre Vincent et elle. L'insomnie et les terreurs nocturnes l'épuisaient. Elle prenait de la mélatonine et des anxiolytiques comme des bonbons juste pour s'assurer que son mari ne remarquerait pas son état de détérioration. Lorsque vint le moment du prochain voyage d'affaires de Vincent, pour la première fois en 17 ans de mariage, Élise poussa un soupir de soulagement. Cependant, une fois Vincent parti, les choses empirèrent. Elle ne pouvait s'empêcher de s'angoisser de savoir où il volait exactement, un chantier de construction ou vers une autre femme qui avait un fils identique au sien. « Maman, tu m'écoutes ?» Élise sortit de ses pensées sombres et regarda sa fille adolescente. « Qu'y a-t-il ? Tu as dit quelque chose ? » « Oui, j'ai dit, je passe la nuit chez Chloé. » « Ses parents sont partis à leur chalet, » dit Juliette d'un ton excessivement désinvolte. « Et vous n'allez être que toutes les deux ?» demanda Élise, fronçant les sourcils. « Bien sûr. »« Qui d'autre ? » ?»« Je ne sais pas. Peut-être comme la dernière fois, tu inviteras toute une fraternité de garçons adolescents. »« Ah, maman. Le père de Chloé l'a déjà puni pour ça, donc tu n'as pas besoin de t'inquiéter. On n'invite personne. On va juste regarder des séries sur Netflix. » « D'accord, Juliette. Fais juste de bons choix. Les choses ne sont pas vraiment faciles pour moi en ce moment. » Élise n'avait pas voulu laisser échapper ces mots. Les yeux de sa fille se plissèrent instantanément. « Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que quelque chose ne va pas entre toi et papa ? Pourquoi dis-tu ça ? » Élise regarda sa fille avec effroi. « Parce que tu as été un désordre nerveux ces derniers temps. Regarde les cernes sous tes yeux. Tu imagines des choses. Ton père et moi allons parfaitement bien, dit Élise à la hâte. Cette nuit-là, Élise fit un cauchemar qui ressemblait plus à une prémonition qu'à ses terreurs abstraites habituelles. Elle rêva que Vincent faisait ses valises et les quittait formellement pour l'autre femme, la laissant élever les enfants entièrement seuls. Les choses dégénérèrent. Arthur quitta le baseball et commença à avoir des problèmes à l'école. Et Juliette avoua en larmes qu'elle était enceinte. Élise se réveilla en sueur froide, fixant le plafond, rejouant le rêve hyper-réaliste dans son esprit. « Je dois sauver ma famille », murmura la femme dans la pièce sombre. Sa propre voix lui semblait étrangère. Soudain, Élise réalisa qu'elle ne pouvait plus prétendre que tout allait bien. La mascarade la tuait. « Alors que dois-je faire ?» demanda-t-elle à son fort intérieur. Et pour la première fois depuis l'ouverture de cette malle en cuir, elle éclata en sanglots. Elle ne savait honnêtement pas quoi faire. Confronter Vincent à sa découverte signifiait faire exploser leur mariage, ce qui ressemblait à une condamnation à mort. Mais rester silencieuse et continuer à jouer le rôle de l'épouse béatement ignorante la menait au bord de la folie. D'abord, Élise décida qu'elle avait besoin de preuves concrètes. Comment expliquer autrement l'étrange ressemblance entre le garçon de la photo et son propre fils ? Rassemblant tout son courage, elle sortit le MacBook de Vincent du bureau de son bureau à domicile. Jamais auparavant elle ne s'était permis de fouiller dans sa vie numérique. Elle considérait qu'examiner les messages d'un partenaire était humiliant. Elle avait ses propres petits secrets inoffensifs. Après tout, elle ne voudrait pas que Vincent lise les conversations de groupe où elle et ses amis potinaient ou râlaient à propos de célébrités. L'ordinateur portable était protégé par un mot de passe. Au 4e essai,
elle y accéda. Le mot de passe était sa date d'anniversaire. Élise essuya une larme de sa joue. Comment cela peut-il être? Pourquoi cela nous arrive-t-il? Nous nous aimons tellement. Qui sont ces gens sur les photos? Cria sa voix intérieure. Scanner ses réseaux sociaux et ses listes de contacts lui apporta une brève vague de soulagement. Il n'y avait personne correspondant à la description de la femme blonde dans sa liste d'amis. Cependant, lorsqu'elle ouvrit son application e-message synchronisée avec son téléphone, elle trouva quelque chose d'incroyablement intéressant. Élise connaissait à peine les collègues de Vincent, la plupart du temps seulement par les noms qu'il mentionnait en passant. Il ne socialisait jamais avec eux en dehors du travail, affirmant qu'il préférait garder les affaires et la famille séparées. Mais dans un fil de discussion avec son subordonné, un ingénieur de chantier nommé Antoine, Vincent avait répondu à une question sur la durée de leur rotation actuelle. Vincent écrivit, du 1er au 17 de ce mois. C'était manifestement faux. Vincent lui avait dit que sa rotation le tiendrait hors de l'état jusqu'au 28. Cette divergence ne prouvait pas l'infidélité en soi. Peut-être que la rotation d'Antoine était juste plus courte que celle de Vincent. Mais ensuite Élise ouvrit le compte de messagerie de Vincent et chercha ses reçus de la compagnie aérienne Air France. Elle trouva une carte d'embarquement pour le 17. Et ce qui était entièrement accablant, le vol de Vincent était pour Bordeaux. Quand il avait quitté Paris, il avait affirmé qu'il se rendait à un projet à Marseille. Il avait même ri, rappelant à Élise de lui emballer son maillot de bain au cas où il aurait un jour de congé pour aller à la plage. Élise n'avait pas besoin de voir autre chose. Elle ferma le MacBook. Ce qu'elle avait trouvé était plus que suffisant pour confirmer que son mari vivait un mensonge. En reliant les points, elle en arriva à la conclusion dévastatrice qu'après 17 ans de mariage, elle ne connaissait pas du tout l'homme avec qui elle dormait. Vincent rentra de son voyage d'affaires exactement le 28 comme il l'avait promis. À ce moment-là, Élise avait l'impression d'avoir pleuré toutes les larmes que son corps pouvait produire. Elle avait pris une décision ferme. Elle ne craindrait plus les conséquences. Elle allait exiger une explication. Elle redoutait la conversation, mais elle savait que la retarder ne faisait que prolonger sa propre torture. C'était comme une tumeur maligne. Il fallait l'exciser. Que le patient veuille ou non l'opération, c'était la seule façon de survivre. Plus question de faire l'autruche. Ce soir-là, alors qu'il se préparait à se coucher, Vincent tenta de la serrer par la taille. Élise recula. « Vincent, j'ai besoin de te poser une question, dit-elle, sa voix tremblant légèrement. Qu'y a-t-il? Les enfants ont fait quelque chose, demanda Vincent, son front se plissant. Non, ce n'est pas à propos d'Arthur ou de Juliette, Élise baissa les yeux, incapable de regarder son visage. Quand j'ai rangé le garage le mois dernier, j'ai trouvé quelque chose, elle marqua une pause, sa voix empreinte de désespoir. Je pense que tu sais exactement ce que j'ai trouvé dans cette malle vintage. Elle prit une profonde inspiration et se força à croiser son regard. Le visage de Vincent se vida de toutes couleurs, devenant d'un gris cendré, mais il tenta désespérément de feindre la confusion. Je ne sais pas de quoi tu parles, marmonna-t-il, maintenant le contact visuel avec sa femme par pure volonté. Je parle des photos, celles de toi avec une femme blonde et 2 enfants. Le petit garçon ressemble exactement à notre Arthur. As-tu une deuxième famille, Vincent? Dire les mots à voix haute la terrifiait. Le visage pâle de Vincent s'empourpra soudain d'un rouge écarlate paniqué. Élise, ce n'est pas ce que ça semble être, bégaya-t-il, son regard tombant sur le sol. Alors qu'est-ce que c'est? Explique-moi. Qui sont-ils? Sur ces photos, vous avez l'air d'une famille parfaite et heureuse. Si je n'existais pas, si Juliette et Arthur n'existaient pas, je supposerais que c'est exactement ce que vous êtes. Vincent expira lourdement. Élise, s'il te plaît, arrête. C'était juste une erreur aléatoire. Rien de grave. Tout est arrivé par accident et puis les choses ont échappé à tout contrôle. Je ne savais pas quoi faire. Qu'est-ce qui est arrivé par accident? Qu'est-ce qui a échappé à tout contrôle, pressa Élise, sa voix montant. Qu'est-ce que tu veux de moi? Tu veux que je te donne tous les détails horribles? Tu l'as clairement déjà compris, claqua Vincent, son mécanisme de défense s'enclenchant. Alors, tu as eu une liaison avec cette femme. Et le garçon sur les photos est ton fils. Et la fille, depuis combien de temps ça dure? Élise le regarda avec de grands yeux.
Elle ne savait même pas ce qu'elle demandait. Des détails de son infidélité. Probablement pas, mais elle ne pouvait pas arrêter l'interrogatoire. Vincent se frotta le visage des deux mains, l'air complètement défait. Mon Dieu, je redoutais cette conversation. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour que tu ne découvres jamais ces photos. Je n'arrivais juste pas à les jeter. Eh bien, le mal est fait. Je vais te dire la vérité. Promets juste que tu m'écouteras et essaieras, si ce n'est de me pardonner, du moins de comprendre. Il prit une inspiration tremblante. La fille sur les photos est Cécile. C'est la fille de Laura, issue d'une relation précédente. Et le garçon, il s'appelle Paul. Et oui, c'est mon fils. Il a 8 ans, avoua l'homme à contre-cœur. Laura est la blonde, je suppose, déclara Élise d'un ton neutre. Vincent acquiesça. Ce qui signifie que tu es avec elle depuis au moins 9 ans, n'est-ce pas? Élise, pourquoi déchires-tu mon âme? Penses-tu que c'est facile pour moi d'en parler? Vincent se détourna d'elle, se dirigea vers la fenêtre de la chambre et regarda la rue résidentielle tranquille. Penses-tu que c'est facile pour moi de découvrir que mon mari, le père de mes enfants, a une famille secrète qu'il cache depuis 9 ans? Légalement, sur le papier, je n'ai qu'une seule famille, et c'est toi, répondit Vincent. Son dos lui était toujours tourné. Dieu merci, ils n'ont pas légalisé la polygamie dans ce pays. Élise s'assit sur le bord du matelas et enfouit son visage dans ses mains. Elle ne pouvait toujours pas tout assimiler. Avoir des soupçons privés était une chose. Entendre son mari confirmer verbalement qu'il avait un autre enfant était une toute autre sorte d'agonie. Pourquoi diable as-tu dû fouiller mon garage, gémit Vincent, se retournant pour lui faire face avec un air de pur désespoir. Élise baissa les mains et le regarda avec venin, des larmes coulant enfin sur ses cils. J'aimerais pouvoir remonter le temps et annuler mon idée stupide de te surprendre avec un espace de travail propre, murmura-t-elle amèrement. Mais malheureusement, cela ne changerait pas la réalité. Ta maîtresse et ton enfant bâtard ne disparaîtraient pas simplement. Élise, je sais. Je sais que c'est une pilule impossible à avaler. Et ce que je vais te dire ne te fera probablement pas te sentir mieux, mais je dois t'expliquer, Vincent s'éloigna de la fenêtre. Laura et moi, nous nous connaissons depuis longtemps. Dans notre ville natale, elle avait le béguin pour mon frère aîné. Elle ne m'a jamais prêté attention. Quand mon frère a rencontré sa future femme, Laura est devenue vindicative et a commencé à sortir avec un gars de la base militaire près de la ville. Elle a fini par le suivre à Bordeaux quand il a été muté. Mais les choses ont mal tourné pour elle là-bas. Elle était coincée en province à faire des petits boulots et a eu une fille avec un gars qui a filé. Il fit une pause, avalant difficilement. Des années plus tard, je l'ai rencontrée complètement par hasard à l'aéroport. Elle rentrait à Bordeaux avec sa fille et j'étais en escale en revenant d'un chantier. Nous étions tous les deux là, heureux de voir un visage familier. Nous avons pris un verre au bar du terminal. Elle m'a dit en plaisantant de venir la voir puisque mon entreprise avait des contrats dans le sud-ouest. Alors, j'ai changé mon vol. Je n'avais pas prévu que ça tourne comme ça. Je voulais juste voir comment elle allait pour m'assurer qu'une vieille amie allait bien. Et tu t'es assuré qu'elle allait bien, demanda Élise avec un sarcasme mordant, croisant les bras. Sa poitrine avait l'impression de s'effondrer, mais elle refusa de l'arrêter. Elle avait besoin de toute la laide vérité. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Tu as juste commencé à sortir avec elle. Élise, je ne le justifie pas. Je sais que je suis le méchant ici, mais qu'est-ce que ça change maintenant? Je ne peux pas non plus remonter le temps. J'ai un fils là-bas, et je l'aime autant que j'aime Arthur. Élise regarda son mari avec une horreur pure. Jusqu'à ce moment précis, elle n'avait pensé qu'à sa propre douleur et à sa trahison. Mais soudain, la réalité que ses enfants découvrent tout s'abattit sur elle. Arthur, qui idolâtrait son père, Juliette, qui était déjà aux prises avec l'angoisse adolescente et avait des morales strictes et rigides. Elle le mépriserait absolument. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va nous arriver, murmura Élise, cachant à nouveau son visage dans ses mains. Vincent s'assit sur le lit à côté d'elle, planant mais n'osant pas la toucher. Élise, ma douce Élise, s'il te plaît, laissons les choses telles qu'elles sont, la supplia-t-il. Quoi? Élise recula de lui comme s'il était radioactif. Juste comme j'ai dit, faisons comme si tu n'avais jamais nettoyé le garage et que tu n'avais jamais vu ces photos. Tout reviendra à la normale.
Nous sommes heureux ensemble, n'est-ce pas? Tu me demandes de fermer les yeux sur le fait que tu as une autre famille, que tu mènes une double vie, que tu as un fils avec une autre femme. Arrête. S'il te plaît, arrête de parler comme si j'étais une sorte de chef de secte avec des épouses-sœurs. Appelle ça comme tu veux. La réalité ne change pas. La réalité est que tu vis dans deux foyers différents. Tu nous mens, affirmant que tu travailles 8 semaines en Alsace ou en Provence, mais tu joues en fait au papa avec elle. Élise vit le regard confus de Vincent et expliqua amèrement. J'ai regardé ton MacBook. Je sais que tes rotations de travail ne durent pas un mois. Tu voles du temps à ta vraie famille, le temps que ton fils réclame à corps et à cri, et tu le donnes à une autre femme. Élise, ça suffit. Je n'apprécie pas que tu joues les détectives derrière mon dos. Oui, je passe du temps avec Laura et les enfants, mais c'est une fraction du temps que je passe ici avec toi. N'en fais pas toute une montagne. J'exagère, ricana Élise. Toute autre femme aurait jeté tes sacs sur la pelouse, pris les enfants et demandé le divorce dès que tu aurais franchi cette porte. Élise, je sais que tu n'es pas comme les autres femmes. C'est exactement pourquoi je t'aime. Faisons un marché. J'essaierai de passer beaucoup plus de temps à la maison. S'il te plaît, ne le dis pas aux enfants. Ils ne comprendront pas. Non, ça ne marche pas comme ça. Voici mon ultimatum, Élise se redressa, sa voix froide et autoritaire. Si tu veux que je cache à mes enfants qu'ils ont un demi-frère et que leur père est un menteur en série, voici la condition. Tu quittes ce travail. Tu trouves un emploi local ici à Paris. Plus de voyages d'affaires. Plus de vols jamais. Je suis prête à essayer de te pardonner. Mais seulement si tu me jures tout de suite que tu ne les reverras plus jamais. Des larmes coulaient sur le visage d'Élise, mais son regard ne vacilla jamais. Elle le fixa, attendant sa réponse. Vincent resta longtemps silencieux, une guerre interne angoissante se déroulant sur son visage. Finalement, il laissa échapper un soupir vaincu. D'accord, je ferai ce que tu me demandes. Élise ne croyait pas entièrement qu'il tiendrait sa promesse. Mais le lendemain même, Vincent commença agressivement à mettre à jour son CV et à chercher des postes de gestion de projets locaux. Le marché parisien était en plein essor, et il réussit à décrocher 3 entretiens très prometteurs avant qu'il ne soit temps pour sa prochaine rotation prévue. Ils n'ont pas encore trouvé de remplaçant pour moi. Je ne peux pas abandonner mon équipe sur ce pont, expliqua-t-il, faisant sa valise. Mais ne t'inquiète pas, c'est mon tout dernier voyage. Je donnerai mon préavis et commencerai un nouvel emploi le mois prochain. Et combien de temps pars-tu? Demanda Élise, retenant son souffle. Vincent baissa les yeux. J'ai besoin d'expliquer à Paul pourquoi son père ne viendra plus le voir. S'il te plaît, comprends, Élise. C'est juste un petit garçon. Le cœur d'Élise se brisa en 1000 morceaux à l'idée que son mari retourne dans le lit de sa maîtresse. Mais elle comprit que c'était sa seule chance de sauver son mariage. Il allait bientôt dire au revoir. Ce cauchemar prendrait fin. Et peut-être, juste peut-être, pourrait-il reconstruire leur bonheur. La douleur de savoir qu'elle n'était pas la seule femme dans sa vie mettrait des années à guérir. Mais elle voulait garder sa famille intacte. Pour cela, elle devait le laisser couper le cordon. D'accord, Vincent, je comprends. N'oublie juste pas ce que tu m'as promis, força-t-elle les mots, masquant à quel point elle se sentait violemment malade. Vincent partit et Élise entra dans une autre période d'attente angoissante. Elle ne dormit pas une seule nuit. Peu importe à quel point elle essayait de chasser les pensées, l'image de sa rivale la narguait dans l'obscurité. Tard un soir, son téléphone sonna. C'était Vincent. « Élise, tu es réveillée. » Oui, je n'arrivais pas à dormir. Qu'est-ce qui ne va pas? Son cœur battait la chamade contre ses côtes, sentant un désastre imminent. Je voulais te dire. Je ne peux pas revenir le 28 comme prévu. Il y a eu une complication majeure. Il s'éclaircit la gorge, point je ne sais même pas comment dire ça. De quoi parles-tu, Vincent? Pourquoi ne peux-tu pas rentrer à la maison? Élise, quand j'ai fait asseoir Laura et que je lui ai dit que je ne pouvais plus revenir, elle s'est effondrée. Elle s'est même évanouie. Je l'ai emmenée en urgence à l'hôpital et les médecins ont fait des scanners. Il s'avère que Laura me cachait quelque chose. Elle est malade. Quoi? Malade de quoi? Elle a une tumeur au cerveau,
Élise. Une grave. Ils l'ont trouvée il y a quelques mois, mais elle ne voulait pas me le dire. Et les enfants n'en ont aucune idée. Je ne peux pas la quitter maintenant. Je dois rester et la soutenir. Vincent, attends. C'est absurde. Tu inventes ça? Ou a-t-elle inventé une maladie tragique et opportune au moment exact où tu as essayé de la quitter? Non, Élise. J'ai parlé à l'oncologue moi-même. J'ai vu les IRM. Je ne mens pas. J'ai fait mon choix. Élise, je t'ai choisi, toi et les enfants, avant de savoir tout cela. J'allais la quitter. Mais je ne peux pas abandonner une femme mourante. S'il te plaît, tu dois comprendre. Ce que je comprends, Vincent, c'est que ta maîtresse te manipule pour que tu restes. Je me fiche qu'elle soit malade. Je ne veux pas l'entendre. Soit tu prends un avion et tu rentres immédiatement, soit tu ne nous reverras plus jamais. Hurla Élise dans le combiné, raccrocha et s'effondra sur ses oreillers, sanglotant hystériquement. Vincent ne rappela pas cette nuit-là, ni le lendemain. Élise tapota des dizaines de messages textes furieux de la longueur d'un essai, mais effaça chacun d'eux avant d'appuyer sur envoyer. Elle se noyait dans le ressentiment, refusant complètement de croire que sa rivale était réellement malade et ne jouait pas un jeu tordu pour garder son mari. À un moment donné, elle faillit réserver un vol Air France pour Bordeaux pour se rendre chez cette femme et la confronter face à face. Puis la colère céda la place à une écrasante apitoiement. Finalement, sa fierté s'enflamma. S'il veut rester avec elle, qu'il pourrisse avec elle, pensa-t-elle avec venin. Ayant besoin de s'échapper, elle appela son amie Sophie. Sophie, tu veux aller en boîte ce soir? Attends, quoi? Une boîte? Demanda son amie, choquée. Oui, quelque part de bruyant où on peut danser. J'ai juste vraiment besoin de sortir. Waouh, d'où ça vient? Où est Vincent? Sophie gloussa. Ne demande pas, dis-moi juste si tu connais un endroit où je peux boire assez pour oublier mon propre nom. Sophie était l'amie fièrement célibataire et agressivement indépendante de leur cercle. Elle aimait sa liberté et vivait pleinement sa vie dans le centre-ville de Paris. Oh, chérie, je connais exactement l'endroit, dit Sophie, son ton devenant sérieux. Mais tu es sûr? Si Vincent le découvre. Il ne le découvrira pas. Il est hors de la ville, et il va être hors de la ville pendant très longtemps, dit Élise amèrement. Ce soir-là, Élise et son amie célibataire étaient assises au bar néon d'une boîte de nuit branchée du centre-ville. Pour être tout à fait honnête, Élise n'avait jamais été une habituée des boîtes de nuit, pas même à l'université. Mais en ce moment, c'était le seul moyen de court-circuiter son cerveau avant de faire quelque chose de vraiment destructeur. Qu'est-ce qu'on boit? Demanda Sophie, regardant Élise avec suspicion. De la tequila, déclara Élise avec une certitude absolue, faisant tomber la mâchoire de Sophie. Les shots brûlèrent, mais très vite, Élise sentit une glorieuse légèreté flotter dans sa poitrine, brisant les lourdes chaînes de fer de son anxiété. Soudain, toute sa situation de vie sembla presque triviale. Son mari avait une maîtresse. Et alors? Tous les hommes sont des ordures. Il a eu un enfant avec elle. Cela arrive tous les jours dans les talk-shows. La vie est compliquée. Vous pensez avoir le parfait rêve américain de banlieue et puis l'univers vous donne un coup de pied circulaire dans les dents. Mais ce n'était pas la fin du monde. C'était juste un rappel brutal d'apprécier les moments éphémères de bonheur. Elle déversa tout ce monologue philosophique sur Sophie après avoir avalé son 3e shot. Après cela, elle était lasse de parler. Alors, elle et Sophie dansèrent sous les lumières stroboscopiques, rirent hystériquement, burent davantage et dansèrent à nouveau. Et puis, Élise se réveilla. Son crâne avait l'impression d'être coincé dans une presse hydraulique. Elle était terrifiée de bouger un muscle de peur de déclencher une vague de nausée. Lentement, douloureusement, elle ouvrit les yeux. Les lourds rideaux occultants lui étaient complètement inconnus. Elle déplaça son regard. Une télévision à écran plat massive était accrochée au mur opposé d'une chambre hyper moderne et minimaliste. Élise se redressa d'un bond, gémissant alors qu'une douleur aiguë traversait ses tempes. En regardant autour d'elle, elle réalisa avec une horreur croissante qu'elle était dans l'appartement d'un étranger. Elle se frotta frénétiquement les tempes, essayant de reconstituer comment elle était arrivée là. Elle avait des souvenirs fragmentés et flous d'une course en taxi, mais ils ne se connectaient pas. À cet instant précis, la porte de la chambre s'ouvrit. À l'horreur absolue d'Élise, un homme entra.
Bonjour. Comment nous sentons-nous, demanda-t-il avec un grand sourire facile, arrachant la couette et la tirant jusqu'à son menton, le regardant comme s'il était un tueur en série, sa respiration superficielle et paniquée. D'accord. Je suppose que ça ne va pas très bien. Tiens, prends d'abord de l'Advil, et ensuite je te ferai le légendaire remède de ma grand-mère contre la gueule de bois. L'homme, toujours souriant gentiment, lui tendit un verre d'eau glacée et 2 pilules. Élise avala goulûment la moitié du verre, prit les pilules et murmura « Merci. » De rien. Je dois dire, Élise, tu m'as vraiment surprise hier soir. En entendant son nom de jeune fille, Élise fronça les sourcils si fort que ça lui fit mal. Nous nous connaissons? Tu es sérieuse? Tu ne te souviens de rien? Tu ne me reconnais pas encore? Tu ne m'as pas reconnu tout de suite hier soir non plus. Élise plissa les yeux sur le visage de l'étranger. Son cerveau encore sous l'effet de la gueule de bois refusa obstinément de coopérer pendant une bonne minute. Finalement, un dossier poussiéreux dans sa mémoire s'ouvrit. Antoine. Antoine Dubois. Oh, merci mon Dieu. Je pensais que j'allais devoir sortir notre annuaire de collège pour prouver mon identité. D'où diable sors-tu? S'exclama Élise. La boîte. J'étais en ville pour une conférence. J'ai décidé de prendre un verre et de me détendre. Et que s'est-il passé hier soir? Demanda Élise, son visage devenant rouge vif alors qu'elle se préparait au pire. De quoi t'inquiètes-tu spécifiquement? Taquina Antoine, saisissant son expression absolument mortifiée. Il rit chaleureusement. Si tu demandes si nous avons eu une sorte de réunion passionnée, détends-toi. Tu as passé toute la nuit à te plaindre exclusivement de ton mari. Honnêtement, j'ai l'impression que le gars a pratiquement dormi dans la pièce avec nous. Élise poussa un énorme soupir de soulagement et offrit un faible sourire. Alors pourquoi suis-je ici? Qu'aurais-je dû faire d'autre? Ton amie voulait continuer à faire la fête et tu as refusé de monter dans un Uber avec elle. Tu n'arrêtais pas de me piquer agressivement la poitrine, me disant que j'étais ton plus vieil ami et que tu me faisais confiance de ta vie. Puis tu t'es complètement évanoui dans le hall. Je ne pouvais pas exactement te soutirer ton adresse à la maison pendant que tu étais inconsciente. Je loge dans cet Airbnb pour la semaine. J'ai pensé que le lit d'appoint était plus sûr que de te laisser sur un banc. Merci, Antoine. Et je suis tellement désolé pour mon comportement. Je n'ai jamais fait quelque chose comme ça de ma vie. Oui, tu l'as mentionné environ 40 fois hier soir. D'accord, Élise, reprends-toi. J'ai un vol à midi. Tu repars? Élise regarda frénétiquement autour d'elle pour ses vêtements. Autant qu'elle se souvienne, Antoine avait déménagé vers la 6e ou la 5e. Tu rentres à la maison? J'habite à Lyon maintenant, juste ici pour des réunions d'entreprise, expliqua-t-il, désignant une chaise. Ta robe est juste là. Élise le regarda avec imploration. Pourriez-vous me laisser une minute? J'ai juste besoin de me présenter et j'appellerai un Uber. Je promets que je vous laisserai tranquille. Antoine hocha la tête. Prends ton temps. Nous avons assez de temps pour le petit déjeuner et une discussion puisque tu as commodément oublié tout ce dont nous avons parlé hier soir. Il lui offrit un sourire charmant et sortit, fermant la porte. La seconde où elle fut seule, Élise se précipita hors du lit, enfila sa robe et sortit son iPhone de son sac à main. Dieu merci, elle avait préventivement déposé les enfants chez sa mère pour le week-end. Mais son estomac se serra quand même quand elle regarda son écran. Plusieurs SMS d'Arthur, 2 appels manqués de Juliette et 5 appels manqués de Vincent. Elle grimaça, imaginant l'interrogatoire imminent de Vincent pour savoir pourquoi elle l'ignorait. D'abord, elle appela sa fille. Elle mentit habilement, affirmant qu'elle avait passé la nuit chez Sophie. Juliette ne posa pas de questions. Passant immédiatement à se plaindre que sa grand-mère lui avait confisqué son téléphone à 13h. Après avoir apaisé Juliette, Élise appela Arthur, confirma qu'il avait été emmené à son entraînement de baseball du matin, et expira finalement. Elle ne prit pas la peine de rappeler Vincent. Quand Élise apparut enfin dans la cuisine, Antoine lui tendit une tasse fumante. « Tiens, madame. L'élixir promis. Buvez ceci et vous vous sentirez renaître. » Élise s'assit à l'îlot de la cuisine et enroula ses mains autour de la céramique chaude. « J'aimerais être renaître en ce moment même, ricana-t-elle sombrement. Le thé était fortement épicé à la cannelle et au miel.
Elle regarda son ancien camarade de classe avec surprise. Je fais du thé exactement comme ça. Sauf que je n'utilise pas autant de miel. Coupable. J'ai eu la main lourde sur le miel. Sois indulgente. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu à soigner un amour de collège pour une gueule de bois à la tequila. Antoine devint soudain sérieux. C'était vraiment génial de te revoir, Élise. Je suis contente que nous nous soyons croisés aussi. Je ne veux même pas penser à la façon dont hier soir aurait pu se terminer si tu n'avais pas été là. Ils rirent tous les deux et Élise demanda, « Tu viens souvent à Paris pour le travail ?» Première fois depuis des années. Je n'étais pas revenu depuis que j'avais 13 ans. Et peux-tu le croire? La toute première nuit, je rencontre mon premier amour. Vraiment? Élise cligna des yeux, sincèrement confuse. Tu étais complètement inconsciente de moi à l'époque, Élise. Antoine la regarda avec un amusement tendre. Même après que ma famille ait déménagé en Savoie, il m'a fallu quelques années pour t'oublier. Je comparais chaque fille à toi jusqu'au lycée. Mais ton souvenir est toujours resté avec moi comme cette fille parfaite et douce de la classe. Je suis sûr que cette image parfaite a été complètement oblitérée par le désastre tragique dont tu as été témoin hier soir, plaisanta Élise avec autodérision. Pas du tout, dit Antoine doucement. Tu es exactement la même, Élise. Tu n'as pas changé. Ton mari est un homme très chanceux. Il soupira doucement. Puis son visage s'éclaira d'un sourire. Si mon entreprise me renvoie un jour dans le sud-est, puis-je t'inviter à prendre un café? J'aimerais avoir le temps aujourd'hui de me promener dans l'ancien quartier. Élise l'assura qu'elle serait vraiment ravie de le revoir. Elle commanda un Uber et ils se dirent chaleureusement au revoir. Malgré le mal de tête lancinant et le mariage ruiné qui l'attendait, Élise rentra chez elle de surprise bonne humeur. Même la gueule de bois physique s'estompait. Peut-être grâce au thé magique d'un homme beau et prospère qui, il s'est avéré, avait autrefois été profondément amoureux d'elle. Au moment où Élise franchit sa porte d'entrée, son téléphone vibra. C'était Vincent. Elle ne voulait pas lui parler. Mais l'ignorer et agir comme une adolescente boudeuse et méprisée était inutile. « Allô ?» répondit Élise, sa voix ferme et rapide. « Élise, enfin. J'allais appeler ma belle-mère pour voir si tu étais morte. Je ne savais pas comment expliquer à Juliette ou à Arthur pourquoi leur mère ignorait mes appels. » D'accord, Vincent? Comment allons-nous expliquer les choses à nos enfants? Par exemple, que allons-nous dire à Arthur quand tu ne te présenteras pas à son match de championnat demain? Il était tellement excité que tu sois enfin à la maison. Je ne sais pas pourquoi tu es si hostile. J'appelle parce que j'ai besoin de ton aide, Élise. Tu dois te montrer homme et parler à tes propres enfants. Explique-leur. Ils ont le droit de connaître la vérité. Et n'ose pas t'attendre à ce que je fasse ton sale boulot pour toi. Élise raccrocha. Elle avait à peine enlevé son manteau que le téléphone sonna à nouveau. Élise, écoute-moi et ne raccroche pas, dit Vincent, son ton inhabituellement sec et désespéré. J'appelle parce que j'ai besoin de ta compréhension. Laura, elle veut que je présente les enfants les uns aux autres. Si elle doit subir une intervention chirurgicale et que quelque chose tourne mal, il faut que ce soit fait. Qu'est-ce qui doit être fait? Demanda Élise, son sang se glaçant. Élise, tu ne saisis pas la gravité de la situation. L'opération de Laura est extrêmement risquée. Les neurochirurgiens ne donnent aucune garantie, mais si elle n'est pas opérée, elle mourra de toute façon. Si Laura meurt, je dois prendre la garde des enfants. Je ne peux pas les laisser aller en foyer. Même Cécile, et elle n'est même pas biologiquement la mienne. C'est toujours une enfant. Et Paul, il est si jeune. Peux-tu imaginer ce qu'ils traverseront s'ils perdent leur mère? Élise s'appuya contre le mur du couloir, glissant jusqu'à ce qu'elle touche le sol. Ses yeux s'écarquillèrent d'une terreur absolue pour elle-même et ses propres enfants. Je m'en fiche. Tu m'entends, hurla-t-elle dans le téléphone, sa voix se brisant. Je me fiche complètement d'elle et de ses enfants. Vous m'avez tous les deux menti pendant 9 ans. Ton fils avec elle est le produit de la tromperie et de la trahison. As-tu honnêtement pensé que je jouerais juste la belle-mère pour ses enfants? Tu es fou? Vincent resta silencieux. Élise n'entendait que sa respiration lourde et haletante à travers le haut-parleur. Finalement, il parla, sa voix tremblante. Je comptais sur ta compassion, mais j'ai sans doute trop attendu de toi.
Je suis désolé. La ligne se coupa. Pendant plusieurs minutes, Élise resta assise sur le parquet, fixant le mur d'un air absent. Sa vie entière lui semblait une simulation bizarre et tordue. Son mariage parfait en banlieue. Ce cauchemar actuel, tout cela ressemblait à une pièce de théâtre où elle était la seule à ne pas connaître le scénario. Cette nuit-là, Élise ne put dormir. Au moment où elle fermait les yeux, le visage du petit garçon qui ressemblait exactement à Arthur planait dans l'obscurité. Elle imaginait l'adolescente souriante, Cécile, qui avait l'âge de Juliette. Elle pensait à ce que ces deux enfants endureraient s'ils perdaient leur mère. Si tout ce que Vincent disait était vrai, pensa-t-elle. Le simple fait d'imaginer ses propres enfants traverser quelque chose d'aussi traumatisant la rendait physiquement malade. Ce qui était encore pire, raisonna-t-elle, c'est de savoir que tu vas mourir et de devoir t'angoisser de ce qui arrivera à tes enfants quand tu seras parti. Se retournant sans cesse, Élise essaya de se mettre à la place de Laura. Que ferait-elle pour assurer l'avenir de ses enfants? La réponse terrifia Élise car la seule solution logique était exactement ce que Vincent avait proposé. Alors que la première lumière de l'aube filtrait à travers les stores, Élise prit son téléphone et tapa un message à son mari. « Tu peux amener ton fils et sa sœur à Paris pour rencontrer Juliette et Arthur. Si tu veux, j'essaierai de leur parler moi-même. » Elle fixa l'écran pendant longtemps avant d'appuyer sur envoyer, puis enfouit son visage dans son oreiller et pleura. Accepter d'accueillir son mari infidèle et sa deuxième famille était la chose la plus difficile qu'elle ait jamais faite. Mais elle se força à ravaler sa fierté et son agonie. Après avoir reçu un SMS de Vincent confirmant qu'il ferait venir les enfants dans 2 jours, Élise éteignit ses propres émotions. À quoi bon crier et le blâmer? Cela ne changerait pas le diagnostic, et cela ne ferait que rendre les retombées plus toxiques. De plus, Paul et Cécile étaient complètement innocents. Ils n'avaient pas demandé à Vincent de trahir ses vœux. L'obstacle le plus terrifiant était maintenant d'annoncer la nouvelle à Arthur et Juliette. Élise passa toute la journée à répéter ce qu'il fallait dire. Quand elle les fit enfin asseoir dans le salon, elle élabora soigneusement le récit. Elle ne lança pas d'insultes à leur père, présentant la situation comme une réalité tragique et compliquée. Mais ses enfants étaient assez âgés pour se forger leurs propres opinions. Leurs réactions furent très différentes. Élise avait supposé qu'Arthur serait le plus touché, mais il eut surtout l'air profondément désillusionné. « Eh bien, maintenant je sais pourquoi papa manque toujours mes matchs de baseball, marmonna-t-il, se retirant dans sa chambre. Juliette, cependant, fut explosive. Une fois Arthur parti, elle se retourna contre sa mère. « Je ne te comprends pas, maman. Tu vas juste tolérer ça? Papa a une autre famille entière. Il t'a menti pendant une décennie et tu agis comme une sainte. Ce n'est pas ça, Juliette. Je n'ai pas juste accepté ces mensonges. Mais ce n'est pas la question en ce moment. Parfois, quand tu es confronté à la vie et à la mort, tu dois mettre tes propres sentiments de côté. À quoi bon crier à son infidélité pendant qu'une femme lutte contre un cancer du cerveau? Alors, tu as pitié d'elle, ta rivale, ricana Juliette. Pas d'elle, de ses enfants. J'y ai réfléchi et j'ai réalisé que je ne pouvais pas faire autrement. Imagine si quelque chose m'arrivait et que quelqu'un te repoussait. Ne me mets pas ça en tête. Ça ne change pas ce que papa a fait. C'est un traître. Il nous a tous trahis, toi, moi et Arthur, et je le déteste pour ça. Tu m'entends? Juliette sauta du canapé et se dirigea vers la porte d'entrée, attrapant sa veste en jean. Quand il amènera ses enfants inconnus ici, je partirai. Juliette, arrête-toi là, ordonna Élise, s'avançant dans l'entrée avec un regard sévère. D'abord, nous n'avons pas fini de parler. Deuxièmement, nous sommes une famille et nous nous soutenons mutuellement. Une famille? Quoi? De quelles obligations parles-tu? Demande à papa combien d'autres familles il cache dans le pays. Qu'est-ce que je suis censé faire? Juste sourire et les appeler mes frères et sœurs? Des larmes de colère pure brillèrent dans les yeux de Juliette. Élise s'approcha et serra sa fille raide dans ses bras. Je sais à quel point cela fait mal, murmura-t-elle dans ses cheveux. Ça m'a presque tué quand je l'ai découvert. Mais nous sommes forts. Nous pouvons gérer ça. Mais pourquoi, maman? Pourquoi te rends-tu? Gémit doucement l'adolescente. Je ne me rends pas. J'accepte quelque chose que je ne peux pas changer. Cela ne signifie pas que j'ai pardonné à ton père.
Je ne sais pas ce que l'avenir réserve à mon mariage. Mais en ce moment, je ne peux pas être cruel. Je te supplie de m'aider, Juliette. J'ai besoin de toi. Je ne peux pas faire ça sans toi. Juliette renifla et s'essuya les yeux. D'accord, maman. Je ne promets pas de les accueillir à bras ouverts, mais j'essaierai. Mais sache que je fais ça pour toi. Je ne veux même pas regarder papa. Et ne t'attends pas à ce que je le traite un jour de la même manière. La nuit précédant l'arrivée de Vincent, la maison était silencieuse. Personne ne voulait parler de la collision imminente de leurs deux mondes. Élise était malade d'anxiété. Réveillée à l'aube, elle fit les 100 pas dans le salon, vérifiant périodiquement la fenêtre. Finalement, un Uber s'arrêta au bord du trottoir. Elle regarda son mari descendre, suivi de 2 enfants. Le cœur d'Élise s'arrêta. Elle se précipita vers l'entrée et resta figée comme une statue. Vincent déverrouilla la porte d'entrée. En voyant sa femme, il parut complètement terrifié. « Salut, nous sommes là. » Élise rassembla toute sa dignité et dit « Bonjour. »« S'il vous plaît, entrez. » Cécile était une fille mince et menue, presque une tête plus petite que Juliette, bien qu'elle ait à peu près le même âge. Paul en personne ne ressemblait pas exactement à Arthur. C'étaient surtout les yeux et le même sourire tordu. Il était le seul du groupe à offrir un sourire timide et hésitant. Juliette sortit du couloir et, avec des manières robotiques hyper polies, salua les invités. Arthur se cachait dans sa chambre, alors Élise appela fermement « Arthur, nous t'attendons tous dans la cuisine. » Il fallut quelques minutes, mais Arthur s'affala finalement dans la cuisine, marmonna un salut au sol et s'assit sur sa chaise habituelle à l'îlot du petit déjeuner. Élise avait préparé un énorme assortiment de crêpes et de bacon. Vincent la regarda avec une gratitude débordante, mais Élise le regarda sans le voir. Au début, le silence était étouffant. Vincent tenta d'engager une conversation agonisante sur la météo et le vol depuis Bordeaux, manifestement trop lâche pour présenter officiellement les frères et sœurs les uns aux autres. Élise réalisa à quel point il était pathétique. Il avait réussi à lui refiler le fardeau émotionnel d'expliquer son infidélité, et maintenant il ne pouvait même pas faciliter une conversation. L'horrible tension fut brisée par le petit Paul, qui soudain regarda autour de lui et demanda « Vous n'avez pas de chien non plus ?» « Non », sourit doucement Élise. « Nous non plus », soupira lourdement le garçon. « Mais mon ami Théo a 3 Golden Retrievers, et parfois ils ont des chiots. Ils sont adoptés très vite parce que la chienne a gagné une sorte de ruban à une exposition canine. J'oublie lequel. » Paul regarda timidement de l'autre côté de l'îlot vers Arthur. « Voudrais-tu un chien ?» Arthur fronça les sourcils et croisa les bras. « Je suis trop occupé. Les chiens ont besoin de beaucoup de dressage et de travail. J'ai le baseball de voyage. Je n'ai pas le temps. » Il lança un regard noir à son demi-frère cadet, lançant un défi. Mais Paul ne fut pas intimidé par le ton dur. « Je vais bientôt commencer à jouer au baseball aussi, » annonça-t-il fièrement. « Quelle est ton équipe de baseball préférée ?» Pendant quelques secondes, Arthur le fixa. Mais l'envie de parler de sport l'emporta sur son angoisse adolescente. Bientôt, les 2 garçons lancèrent des statistiques sur les Paris Tigers, et Élise observa avec étonnement Arthur se détendre visiblement. Voyant son frère baisser sa garde, Juliette décida de faire preuve de grandeur et entama une conversation avec Cécile sur les cours du lycée. Après le petit déjeuner, les enfants se séparèrent naturellement. Arthur emmena Paul dans sa chambre pour jouer à des jeux vidéo sur la PlayStation, et les filles se retirèrent dans la chambre de Juliette pour écouter de la musique. Élise et Vincent furent laissés seuls dans la cuisine. 3 semaines seulement s'étaient écoulées depuis que Vincent lui avait juré sa dévotion, mais Élise avait l'impression qu'une décennie s'était écoulée. En regardant l'homme assis en face d'elle, elle réalisa qu'il était devenu un parfait inconnu. C'était peut-être pour cela que la douleur étouffante dans sa poitrine avait disparu. Alors, comment vont les choses là-bas ? Que disent les médecins ? Demanda Élise d'un ton poli, purement administratif. Vincent la regarda avec suspicion. Mais voyant son visage parfaitement calme, il répondit « L'opération a dû être reportée. L'oncologue a voulu faire une série agressive de radiothérapie ciblée d'abord pour réduire la masse et améliorer ses chances sur la table d'opération. » Élise écouta attentivement, hochant la tête, agissant exactement comme s'il la mettait au courant de la santé d'un collègue. Vincent était déconcerté par son détachement, mais surtout soulagé qu'elle ne lui crie pas dessus.
Une semaine plus tard, il était temps pour Paul et Cécile de retourner en province. Dans l'ensemble, l'expérience de fusion s'était avérée étonnamment réussie. Les enfants avaient noué un lien fragile mais sincère, et Élise s'était en quelque sorte attachée au doux et bavard Paul et à la timide et polie Cécile. Pour Vincent, il semblait qu'Élise avait pleinement accepté la nouvelle réalité. Il supposa qu'il avait gagné le gros lot. Juste avant l'arrivée de l'Uber pour le conduire, lui et les enfants, à l'aéroport Charles de Gaulle, il tira Élise à part. « Élise, dit-il, la regardant avec des yeux de chiot suppliant. Je vais rester à Bordeaux avec Laura un peu plus longtemps. D'accord. J'ai pris un congé prolongé. Une fois que je saurai qu'elle est stable, je reviendrai et je trouverai un emploi ici à Paris. Exactement comme nous l'avions prévu. » Élise hocha la tête de bonne grâce. Cela a du sens. Ils ont besoin de toi en ce moment. Mais Vincent, cette situation de limbe ne me convient plus. Nous devons finaliser les choses. Vincent fronça les sourcils. Finaliser quoi? Je pense que nous devons demander le divorce. C'est la seule voie équitable. Le divorce? Attends, tu faisais juste semblant que tout allait bien toute cette semaine. Je pensais que tu comprenais pourquoi je devais rester avec Laura en ce moment. Tu faisais juste semblant. Non, Vincent. Je ne fais pas semblant. Je comprends parfaitement. Que tu restes pour aider une femme malade est la chose décente à faire. Mais tu dois me comprendre. Tu ne peux pas t'asseoir sur deux chaises à la fois. J'ai réussi à présenter les enfants et Dieu merci, ils se sont acceptés. Mais toi qui rebondis entre le lit de Laura et mon lit. C'est fini. Élise, je te l'ai dit. Je t'ai choisi. Tu dois juste attendre un peu plus longtemps. Je n'attends rien, Vincent. Je l'admets. Au début, j'étais absolument terrifié à l'idée de te perdre. J'aurais fait n'importe quoi pour te garder. Mais au cours des dernières semaines, j'ai accepté la réalité de la vie sans toi, et j'ai réalisé que je n'ai plus peur. Alors, tu veux vraiment divorcer de moi? L'homme passa agressivement une main dans ses cheveux, faisant les 100 pas dans la cuisine. Alors pourquoi diable m'as-tu laissé amener Paul et Cécile ici? Je pensais que tu acceptais de les prendre si Laura ne s'en sortait pas. Élise prit une profonde inspiration. C'était le cas. Et après les avoir rencontrés, j'ai réalisé que si le pire arrivait, j'ouvrirais absolument ma maison à Paul et Cécile. Mais je n'ouvrirai plus jamais ma maison à toi. C'est la différence, Vincent. Appelle ça la fierté féminine. Appelle ça le respect de soi. Appelle ça comme tu veux. Mais tu n'as pas besoin de revenir à Paris. Je ne t'attends pas. 3 ans passèrent. La résidence officielle de Vincent était maintenant à Bordeaux, en France, avec sa deuxième famille. La santé de Laura était stable. La tumeur n'avait pas complètement disparu, mais la chirurgie et les traitements d'entretien continu lui permettaient de mener une vie relativement normale. Élise savait tout cela parce que Vincent venait périodiquement à Paris pour exercer ses droits de visite. Habituellement, il venait seul, séjournant dans un hôtel, mais parfois il emmenait Paul pour voir Arthur. Une fois, Juliette et Arthur se sont même rendus en province pour passer un week-end avec leur père. La vie, comme on dit, a continué. Pendant la première année après la finalisation du divorce, Vincent ne cessa d'essayer de reconquérir son ex-femme. Chaque fois qu'il venait en ville, il suppliait Élise de lui pardonner, jurant qu'il ferait ses bagages, quitterait Laura et reviendrait à Paris. Ironiquement, ce furent précisément ces supplications désespérées et pathétiques qui tuèrent le moindre fragment d'affection qu'elle nourrissait encore pour lui. Elle ne pouvait concevoir comment il pouvait être si désireux d'abandonner une femme en convalescence d'un cancer du cerveau juste pour servir son propre ego. Cela prouva à Élise qu'il n'avait pas changé du tout, si elle l'avait repris, il aurait juste trouvé un moyen de recommencer à mentir et à mener une double vie. Heureusement, Élise ne fut pas tentée une seule seconde. Car très vite après que l'encre des papiers du divorce eut séché, un nouvel amour s'épanouit dans sa vie. C'était un amour avec un homme qui la priorisait avant tout. Un homme qui avait volontiers transféré son emploi de directeur de Lyon à Paris juste pour être près d'elle. Et un homme qui, depuis le jour où il a déménagé, n'a pas manqué un seul match de baseball d'Arthur.